Bonjour et bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance qui vous propose cette semaine de réentendre une série d'émissions qu'on avait enregistrées sur Diderot entre le 1er et le 6 février 2010 en compagnie de son biographe Raymond Trousson. Hey, you know what? Les nouveaux chemins de la connaissance, du lundi au vendredi, de 10h à 11h, sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Pierrick Charles à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Vanina Mozzi-Conacci, Adèle Van Red. Adèle Van Red, justement, qui vous donne rendez-vous dans 50 minutes pour le journal des nouveaux chemins. Suite ce mardi d'une semaine sur Diderot dans les nouveaux chemins de la connaissance, en compagnie d'un invité unique à tous égards, Raymond Trousson, biographe de Diderot chez Talandier. Après avoir parlé hier de ses amis, ses amours, etc., c'est du plus drôle des dialogues savants qu'il sera question aujourd'hui, principalement du rêve de d'Alembert, mais aussi de la lettre sur les aveugles, d'un homme qui n'est plus le préféré de Dieu, de l'éternité de la matière contre les sophismes de l'éphémère, du marbre dont on fait la chair, et d'un vitalisme transformiste où même les pierres ont des sensations. Rebonjour Raymond Trousson. Rebonjour, on est ensemble toute la semaine pour parler de Diderot et c'est un régal évidemment et nous allons cette fois-ci nous pencher sur le matérialisme de Diderot, plus précisément après avoir brossé de façon tout à fait aléatoire d'ailleurs, on ne parle bien en somme de Diderot qu'au hasard, après avoir brossé de façon aléatoire un peu de sa vie, évoqué un peu de sa vie, c'est ici plus précisément de ce texte, Le rêve de d'Alembert, un texte tout à fait magnifique, étonnant, une pièce de théâtre finalement, même si je ne suis pas certain qu'elle fasse partie du corpus théâtral de Diderot. Non, elle a été mise au théâtre. Voilà, elle a été mise en scène, mise au théâtre, et à bon droit. Donc un texte magnifique, un texte étonnant, un texte parfois prémonitoire, et un texte dont Diderot dit ceci sans modestie. Il y a quelque adresse à avoir mis mes idées dans la bouche d'un homme qui rêve. Hors micro, vous me disiez tout à l'heure que c'était le prélude du romantisme. On pourrait aussi y voir le prélude de la psychanalyse, qu'en pensez-vous ? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Disons que le sommeil, dans le système matérialiste de Diderot d'ailleurs, est le moment où la surveillance du diaphragme du système nerveux se relâche et où le cerveau se libère au fond de ses trop-pleins. De l'injonction de cohérence, mais également des préjugés. Exactement. D'où la liberté du dialogue et les audaces que Diderot s'y permet. Alors avant de plonger dans ce dialogue et d'en mesurer justement la liberté inouïe, remettons un tout petit peu les choses dans leur contexte. À quel instant de la vie de Diderot rédige-t-il le rêve de d'Alembert quelle place occupe le rêve de d'Alembert dans la construction, dans l'élaboration du matérialisme qui est le sien ? Le rêve de d'Alembert, lui, date de 1769. C'est donc une œuvre de la grande maturité, disons, de Diderot. En 69, il a 56 ans. C'est donc un homme qui a sa pensée derrière lui, en somme. Il a fait le point dans ce rêve de d'Alembert. Mais pour bien le comprendre, il faut se rendre compte de ce qu'a pu être l'extraordinaire évolution de Diderot. N'oublions pas que le milieu où il naît est un milieu profondément catholique. Les membres du clergé sont légion dans sa famille paternelle et surtout maternelle. Son oncle était chanoine de Langres, et lui-même d'ailleurs avait été promis à la succession du chanoine. Ce qui explique d'ailleurs que Diderot a fait des études complètes de théologie. Il a fait le quinquennium. Il se destinait d'ailleurs à une vie de séminariste. Absolument, c'était la voie tracée. Et puis soudain, il rompt avec tout cela et se lance dans la bohème. L'extraordinaire, c'est la manière dont il va s'en libérer. À partir de 1946, ce sont les pensées philosophiques où il manifeste encore un déisme
qui est peut-être d'ailleurs plus apparent que réel, parce que toutes les objections qu'il met dans la bouche de l'athée montrent que ces objections ont déjà pas mal de poids. Mais pour voir comment il arrive à ce matérialisme, disons, définitif. Pardonnez-moi, je fais juste une parenthèse. Il faut prie. insister sur le dispositif que Diderot met en place dans ses dialogues, où on a constamment le sentiment qu'il se fait à lui-même les objections les plus fortes qu'on peut adresser à son système. On parle des objections de l'athée, c'est particulièrement frappant évidemment dans ce texte cardinal qui est le Neveu de Rameau, dont on reparlera au cours de cette semaine. Le dispositif de Diderot, c'est toujours de mettre en place un dialogue qui finalement est une sorte de soliloque amélioré ou un dialogue avec lui-même dans lequel Diderot ne cesse de se faire les objections que d'autres d'ailleurs pourraient lui faire. Oui, mais c'est ce que Goethe, à propos d'autre chose, appelait un dialogue entre les lobes de son cerveau. C'est ce qui explique chez Diderot l'usage du dialogue qui lui permet, d'une part, le discontinu, parce que, comme la lettre, on peut passer d'une idée à l'autre, et d'autre part, ça lui permet aussi le pour, le contre, la contradiction, le paradoxe. Tout simplement parce qu'il s'agit, dans ces dialogues, non pas d'une pensée affirmée qui révèle, ça c'est le système Rousseau, je détiens la vérité, la voici, je vous l'explique. Diderot, lui, a une pensée heuristique, c'est-à-dire une pensée qui se cherche à travers toutes les sinuosités de la recherche intellectuelle. C'est bien pourquoi il dit très tôt, d'ailleurs, « On peut exiger de moi que je cherche la vérité, mais non que je la trouve. » Extraordinaire paradoxe quand même de la pensée de Diderot, puisqu'on a le sentiment en philosophie qu'on ne peut pas penser le hasard sans hasarder la pensée. Or, Diderot est un penseur du hasard, qui pourtant ne hasarde pas la pensée, mais qui donne à la pensée qui est la sienne, tout en étant d'ailleurs par ailleurs une sorte de partisan d'un nécessitarisme radical, d'un matérialisme radical. Il pense néanmoins le hasard, on parle de lui au hasard, et il écrit ses livres de façon extraordinairement élaborée, mais en leur donnant un tour constamment hasardeux. Oui, en effet, c'est parce qu'il ne prend pas de position tranchée et n'est au fond jamais convaincu, sauf vers la fin de sa vie, lorsqu'il arrête une fois pour toutes ses positions, de détenir la réalité de la vérité. Et ce qu'il déteste justement, c'est le dogmatisme, les affirmations carrées, abruptes. Or, la réflexion de Diderot sur le matérialisme, qui est déjà un peu présente dans les pensées philosophiques, se révèle surtout dans une œuvre qui est capitale d'ailleurs, mais qui est de 20 ans antérieure au rêve de D'Alembert, c'est la lettre sur les aveugles. Et là, pour la première fois, de façon aussi nette et aussi affirmée, il a une image absolument prodigieuse. Pourquoi imaginer le monde uniquement tel qu'il est aujourd'hui, comme une belle mécanique parfaitement huilée et harmonieuse, celle qu'imaginait Voltaire? Je ne puis penser que cette horloge existe et qu'il n'y ait pas d'horloger, disait Voltaire, donc un Dieu créateur et organisateur. Eh bien non, dit Diderot, par l'intermédiaire de son mathématicien aveugle. Pourquoi ne pas imaginer qu'il y a eu, au début, dans les commencements, dans le chaos, le magma de l'univers en formation, que sont apparus des êtres qui n'étaient pas viables, parce qu'ils n'avaient pas d'intestin, ou pas d'estomac, ou parce qu'ils étaient aveugles, ou parce qu'ils avaient une défaillance cardiaque. Ces êtres, dit-il, ont alors disparu parce qu'ils n'étaient pas viables, tout simplement. Ce n'est pas encore du transformisme, ni de la sélection naturelle à la manière. C'est ce que j'allais vous proposer, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Non, c'est simplement des ratages. Et c'est là la trouvaille aussi, puisque la discussion se fait avec un aveugle. L'aveugle en question, le mathématicien Sanderson, lui dit d'ailleurs « Je suis bien la preuve qu'il n'y a pas eu de création ex nihilo à partir d'un coup de baguette magique, mais qu'il y a une création continuée. Et j'en suis la preuve puisque je suis un de ces ratages. » L'aveugle né est quelqu'un à qui il a manqué quelque chose. Or, il est donc, comme il dit, un monstre, donc une exception à la perfection réalisée. Or, ceci a une conséquence évidemment extraordinaire. C'est que l'homme existe, d'accord, mais il n'est plus le préféré de Dieu, il n'est plus le centre du monde. L'homme n'était pas nécessaire. Imaginez, dit Diderot, que l'homme ait une défaillance quelconque ou qu'il ait été inapte à se reproduire. Mais l'homme n'existerait pas, il aurait disparu. Deuxième étape, quelques années plus tard, en 1953, dans les pensées sur l'interprétation de la nature. Là apparaît le transformisme. Il dit les choses se sont peu à peu modifiées. Et il prend pour ça un exemple, il dit prenez la main d'un homme. Imaginez un instant que les ongles qui terminent nos doigts, au contraire, gonflent, s'enflent, jusqu'à recouvrir toute la main. Vous n'avez plus la main d'un homme, vous avez le sabot d'un cheval.
c'est le transformisme. D'où l'hypothèse que lance Diderot, celle de l'animal archétype ou prototype. La nature, dit-il, n'a peut-être jamais créé qu'un seul acte. Et à partir de cet acte unique, par transformation, sont nées toutes les espèces, y compris bien entendu l'espèce humaine. Ce que Diderot dit de la transformation, Raymond Trousson, on pourrait le dire, ou plus exactement, vous employez le terme de transformation, je ne sais pas si le terme de mélange conviendrait également pour qualifier son travail. On a évoqué hier, en parlant des salons de Diderot, ce qu'il pouvait dire de Chardin, de Greuze ou d'autres peintres. En l'occurrence, quand il parle de Chardin, en 1763, il découvre Chardin, et avec Chardin, la loi fondamentale du beau réel, la chose que l'on prend à tort pour un donné brut, dit-il, est en réalité un tissu de relations. Il n'y a pas, dit-il, de vérité sensorielle à l'état pur, il y a l'accord d'un certain nombre de sensations qui, par leur synthèse, déterminent la perception, et par leur imitation picturale, l'illusion du réel. Et Diderot écrit ceci: « Ô Chardin, ce n'est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette, c'est la substance même des objets, c'est l'air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile. Or, on retrouve quelque chose qui ressemble à cela, et on peut passer ici de l'esthétique à l'épistémologie de Diderot, passage qu'il faut faire puisque Diderot était infiniment polyvalent, quand, dans le rêve de d'Alembert, d'Alembert dit ceci: changez le tout, vous me changez nécessairement, mais le tout change sans cesse. L'homme n'est qu'un effet commun, le monstre qu'un effet rare, tous les deux également naturels, également nécessaires, également dans l'ordre universel et général. Et qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à cela? Tous les êtres circulent les uns dans les autres, par conséquent, toutes les espèces, tout est en influx perpétuel, tout animal est plus ou moins homme, tout minéral est plus ou moins plante, toute plante est plus ou moins animal, il n'y a rien de précis en nature. C'est magnifique. C'est en effet magnifique, et c'est cette vision d'un univers en perpétuelle transformation, sans commencement et bien entendu sans fin. Tout s'y renouvelle sans cesse, à chaque instant, ce qui fait que naître et mourir, ça n'a en somme aucun sens. C'est simplement retourner à la masse générale, quitte à reparaître sous une autre forme. Tout est dans tout. Et de là, cette idée de mélange dont il parlait à propos de Chardin, mais qui se trouve aussi sur le plan épistémologique. La vie, une suite d'actions et de réactions. Vivant, j'agis et je réagis en masse. Mort, j'agis et je réagis en molécules. Je ne meurs donc point. Sans doute je ne meurs point en ce sens, ni moi ni quoi que ce soit. Naître, vivre et passer, c'est changer de forme, et qu'importe une forme ou une autre. Chaque forme a le bonheur et le malheur qui lui est propre, depuis l'éléphant jusqu'au puceron, depuis le puceron jusqu'à la molécule sensible et vivante, l'origine de tout. Pas un point dans la nature entière qui ne souffre ou qui ne jouisse. Oui, c'est-à-dire que tout est en mouvement et en transformation perpétuelle. Et c'est nous qui avons l'impression de la fixité. C'est pourquoi il dit aussi « Défiez-vous du sophisme de l'éphémère ». Il n'y a pas d'éphémère, il y a l'éternité de la matière où tout se mélange, se recompose sans cesse sous une forme ou sous une autre. Et c'est pourquoi, dit-il aussi, l'animal que nous voyons aujourd'hui comme un vermisseau s'achemine peut-être vers la taille d'un animal colossal. Et de même, l'éléphant que nous voyons aujourd'hui comme un géant s'achemine peut-être vers la forme d'un vermisseau. Tout reprend, la matière se recompose sous d'autres formes. Au fond, c'est l'idée de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout est dans tout, tout se transforme perpétuellement par des agrégations nouvelles. Et vous parlez d'individus, pauvre philosophe. Laissez là vos individus. Répondez-moi, y a-t-il un atome en nature rigoureusement semblable à un autre atome? Non. Ne convenez-vous pas que tout tient en nature et qu'il est impossible qu'il y ait un vide dans la chaîne? Que voulez-vous donc dire avec vos individus? Il n'y en a point, non, il n'y en a point. Il n'y a qu'un seul grand individu, c'est le tout. Dans ce tout, comme dans une machine, dans un animal quelconque, il y a une partie que vous appellerez telle ou telle, mais quand vous donnerez le nom d'individu à cette partie du tout, c'est par un concept aussi faux que si dans un oiseau, vous donniez le nom d'individu à l'aile, à une plume de l'aile. Et vous parlez d'essence, pauvre philosophe. Laissez là vos essences. Voyez la masse générale. Ou, si pour l'embrasser vous avez l'imagination trop étroite, voyez votre première origine et votre fin dernière. Oh, Archytas, vous qui avez mesuré le globe, qu'êtes-vous? Un peu de cendre. Qu'est-ce qu'un être? La somme d'un certain nombre de tendances.
Est-ce que je puis être autre chose qu'une tendance? Non, je vais à un terme. Et les espèces? Les espèces ne sont que des tendances à un terme commun qui leur est propre. Et la vie, une suite d'actions et de réactions. Vivant, j'agis et je réagis en masse. Mort, j'agis et je réagis en molécules. Je ne meurs donc point? Non, sans doute. Je ne meurs point en ce sens, ni moi, ni quoi que ce soit. Naître, vivre et passer, c'est changer de forme. Et qu'importe une forme ou une autre, chaque forme a le bonheur et le malheur qui lui est propre. Depuis l'éléphant jusqu'au puceron, depuis le puceron jusqu'à la molécule sensible et vivante, l'origine de tout, pas un point dans la nature entière qui ne souffre ou qui ne jouisse. Raymond Trousson, dans le matérialisme de Diderot, il y a malgré tout une conception, j'allais dire presque vitaliste, de l'existence. Est-ce qu'on peut dire ça? Quelle idée se fait-il de la vie? Y a-t-il une singularité de la vie? Quelle place fait-il? En somme, il y a dans le matérialisme deux problèmes. Il y en a une infinité, mais parmi les problèmes cruciaux, vraiment épineux que pose le matérialisme, se pose à la fois la question de la liberté du sujet, problème que Diderot affronte de face, en particulier dans la figure de Jacques le Fataliste, qui ne cesse d'invoquer une sorte de déterminisme absolu, et qui en même temps se conduit comme un homme qui serait libre et par là même responsable de ses actes. L'autre problème, c'est la place qui est faite à l'émergence vitale à l'intérieur même de la matière. Est-ce que cette transformation, ce mélange, cette indistinction des éléments finalement, le fait que du vermisseau à l'éléphant, il y a une sorte de continuité, un continuisme diderotien, on pourrait dire, est-ce que ce mélange constant des éléments ne nous tourne pas, cette façon qu'a Diderot finalement de penser le passage, plus encore que la succession d'états ou de strates parfaitement séparées les unes des autres, ne fait pas de lui, en un sens, une forme de vitaliste? Si, parce qu'il n'y a pas de solution de continuité entre les espèces. Solution de continuité, c'est rupture. C'est la rupture. C'est-à-dire, c'est ce qui apparaît d'ailleurs au début du rêve de d'Alembert, lorsque d'Alembert, qui est rationaliste, dit « Bon, vous écartez l'hypothèse divine créationniste. D'accord. Mais, et la vie, alors ?» Eh bien, Diderot, la vie, c'est la sensibilité. Or, dit-il, or, répond d'Alembert, oui, mais si c'est cela, il faut que la pierre sente. Et cela est difficile à croire. Mais pas du tout, répond Diderot. C'est parce que vous ignorez quelque chose, c'est justement ce passage. Et il prend alors un exemple qu'il veut évidemment plaisant. Il dit, prenons une statue de Falconet, réduisons-la en poudre. Semons cette poudre sur l'humus. Laissons fermenter 1 an, 10 ans, 1 siècle, 1000 siècles. Le temps, dit-il, ne fait rien à l'affaire. Et que se passe-t-il? Eh bien, sur cet humus germent des plantes. Et ces plantes aspirent le suc minéral de la statue de Falconet. À leur tour, ces plantes sont broutées par des herbivores qui l'assimilent également. Et l'homme mange l'herbivore. Avec la chair, on a fait du marbre, comme du marbre, on peut faire de la chair. Il y a assimilation des espèces par ce qu'il appelle un latus, c'est-à-dire un biais de communication, qui est justement cette ingestion par les espèces animales et humaine. De sorte qu'on pourrait presque parler de translation. Ici. Il y a en effet une sorte de translation. Et dans ce sens, bien sûr, il n'y a jamais d'espèce tranchée. Tout est dans tout. Tout animal est un peu plante, toute plante est un peu animal. Tout homme est un peu femme. Tout homme est un peu femme, bien sûr. D'ailleurs, il y a un passage aussi où, justement, il explique, c'est Lespinasse qui fait la réflexion, de sorte, dit-elle, qu'on pourrait penser que la femme est un peu le monstre de l'homme. L'homme n'est peut-être que le monstre de la femme, voilà, ou la femme le monstre de l'homme. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque Bordeu, qui est quasiment sur le point d'embrasser Mademoiselle de Lespinasse quand elle dit cette phrase, tellement il est séduit par la vivacité de son esprit, continue en expliquant que finalement l'organe génital de la femme est le même inversé de celui de l'homme, qui est un argument d'ailleurs aujourd'hui de certaines féministes. Qui considère que la verge de l'homme n'est qu'un clitoris une excroissance clitoridienne ou réciproquement que le clitoris est une verge qui se serait refermée sur elle-même. En somme, dans ce continuisme, il y a Diderot pousse le transformisme, au fond. On peut parler ici véritablement de transformisme de sa philosophie jusqu'à remettre en cause, ce qui est extraordinairement moderne, la différence des sexes eux-mêmes.
Et c'est d'autant plus stupéfiant d'ailleurs qu'il ne faut pas oublier qu'au fond, toutes ces réflexions sur le matérialisme, le mélange des espèces, sur la chair qui se fait marbre ou le marbre qui se fait chair, ça procède chez Diderot finalement d'une prodigieuse spéculation intellectuelle. Car, à proprement parler, la science de son temps, à la différence d'une autre, n'est pas encore en mesure de démontrer ces choses. Il les imagine, il les construit. Et cette construction intellectuelle est d'une puissance absolument stupéfiante. Il y a dans l'homme, depuis l'anus jusqu'au scrotum, intervalle qu'on appelle le périnée, et du scrotum jusqu'à l'extrémité de la verge, une couture qui semble être la reprise d'une vulve faufilée. Que les femmes qui ont le clitoris excessif ont de la barbe, les eunuques n'en ont point, leurs cuisses se fortifient, leurs hanches s'évasent, leurs genoux s'arrondissent, et en perdant l'organisation caractéristique d'un sexe, ils semblent s'en retourner à la conformation caractéristique de l'autre. Ceux d'entre les Arabes, ajoute Diderot, que l'équitation habituelle a châtré, perdent la barbe, prennent une voix grêle, s'habillent en femmes, se rangent parmi elles sur les chariots, s'accroupissent pour pisser, et en affectent les mœurs et les usages. Il n'y a rien de fixe dans la nature. C'est ce qui permettra aussi d'ailleurs de montrer que tout est dans tout, et à la fin du rêve justement, de montrer que l'onanisme est dans la nature parce qu'il signale simplement une pléthore du liquide séminal dont il faut se soulager exactement comme la saignée soulage la fièvre, et que l'homosexualité, elle aussi, n'est pas contre nature. C'est la question que j'allais vous poser. Tout est dans la nature. Donc, rien n'est contre nature ni hors de nature. Il n'y a que des choses naturelles sous une forme quelconque. C'est nous les palatines, c'est nous les palatines. On a des gueules de lapine, mais ça n'empêche pas qu'on est seulement calés pour tous les lèvres entières. C'est nous les pas, c'est nous les tines, c'est nous les palatines. Alors là, on est en présence d'un héritage de Diderot sur lequel, à mon sens, je ne sais pas, peut-être allez-vous me renseigner sur ce sujet, on n'a pas assez insisté, c'est la filiation extraordinaire qu'il y a entre Diderot et Spinoza. Spinoza est d'abord le philosophe pour lequel évidemment tout est dans la nature, puisqu'il n'y a rien au-delà de ce qui existe, de sorte que Dieu ne peut pas être transcendant et exister à la fois. On ne peut pas être au-delà et exister à la fois chez Spinoza. Ainsi, pour lui, Dieu est l'équivalent de la nature, ce qui lui permet de dire que Dieu est infini, contrairement à un Dieu transcendant qui serait borné par les limites même de sa création dont il ne participerait pas. Donc, il y a ce spinozisme de Diderot qui voudrait que, effectivement, tout soit dans la nature et que par conséquent il n'y ait pas, comme dira Nietzsche plus tard, de phénomènes moraux mais seulement une interprétation morale des phénomènes, ce qui d'ailleurs ne correspond pas encore une fois à la vie que mène Diderot, qui lui dans sa vie faisait parfaitement la différence entre l'homme et la femme par exemple. Mais néanmoins il y a dans son propos quelque chose qui relève d'une espèce de monisme absolu ou anti-absolu ou anti-absolutiste en tout cas, où tout serait dans la nature. Et puis il y a d'autres éléments peut-être, et je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en amont du rêve de d'Alembert vers les pensées philosophiques par exemple. Vous avez parlé tout à l'heure du décentrement finalement, du fait que l'homme n'était pas le centre de la nature, ce qui chez Diderot le distingue des Lumières au sens le plus classique du terme, qui avait repris le projet théologique d'un homme qui serait le centre de la création, qui mettait l'homme au centre de la nature tout en oubliant peut-être l'arrière-fond théologique de cela. Chez Diderot, l'homme est décentré comme il l'était chez Spinoza. Autre point commun avec Spinoza, la subordination des convictions à la sensibilité. Un aveugle ne croit pas en Dieu, ou en tout cas n'y croit pas de la façon dont il croit ce qu'il voit. Mais justement là, l'extraordinaire, c'est qu'au fond, l'idée que toutes nos connaissances nous viennent par nos sens, c'est pas neuf. John Locke avait fort bien expliqué ça, mais Locke s'en tenait au plan de l'acquisition des connaissances. Ce qui est prodigieux chez Diderot, c'est qu'il montre que la morale d'un aveugle ne peut pas être celle d'un homme qui voit parce qu'il lui manque un sens, et que par conséquent sa conception de Dieu est aussi différente, car quel est le grand argument déiste ? Voyez l'harmonie de la nature. Dieu démontré par le spectacle de la nature. Keli enaram dei gloriam. Ben oui, répond l'aveugle, mais moi je ne peux pas le voir. Donc, dit-il, si vous voulez que je croie en Dieu, faites-le-moi toucher. Il y aura donc une morale différente pour l'aveugle, comme il y en aurait une, sans doute, dit-il, différente pour le sourd. Et imaginez un être qui aurait un sens de plus que nous, à quel point sa morale pourrait encore différer de la nôtre. Quant à la position centrale de l'homme, sur le plan du matérialisme, on vient de le voir à propos justement de la lettre sur les aveugles, l'homme est un coup du hasard réussi, sans plus. Donc, pas de préférence théologique.
Ça n'empêche qu'aux yeux de Diderot, il reste évidemment au centre des préoccupations, puisqu'il y a un passage où il dit d'ailleurs « ôtez l'homme de la nature ». Et ce spectacle devient silencieux et inerte. Tout ne prend de sens que par rapport à l'existence de l'homme. Tout doit donc converger vers l'homme. Et ce sera d'ailleurs le propos de l'encyclopédie. Prélude, quand même, je fais une parenthèse, à une philosophie de l'absurde. À une philosophie de l'absurde, d'une certaine manière. Dans la mesure où l'absurde résiderait dans la rencontre entre le désir que l'homme a de trouver un sens dans le monde et le silence déraisonnable du monde. Et le silence déraisonnable du monde, et aussi évidemment le propos sur l'existence qui précède l'essence, évidemment, puisque c'est l'homme qui est chargé de se donner à lui-même sa propre définition. Mais cela reste évidemment une manière de mettre l'homme au centre du monde, avec cette conséquence, bien sûr, que tout acquis de savoir, de connaissance, ne doit plus, comme dans la théorie classique, aller vers Dieu, car c'est Dieu l'objet essentiel de la connaissance. Ici, non, c'est l'homme qui doit être connu. Et c'est pourquoi tout converge évidemment vers cet homme qui est la seule conscience dans l'univers. Connaître l'homme, c'est lui dénier ce caractère de centralité au sein de l'univers. Faire de l'homme le centre ou l'objet même de son travail, c'est commencer par, en un sens, l'humilier. D'une certaine façon, oui, c'est-à-dire que l'homme n'ayant pas été nécessaire, il est un coup de hasard. Mais enfin, puisque ce coup de hasard est là et que l'homme est la seule conscience qui contemple l'univers, il est le centre de l'univers, et non plus Dieu. Un univers où il n'y a pas de Dieu d'ailleurs, il n'y a que l'homme. Et la destinée qu'il se construit. Dieu me pardonne cette association d'idées. Hein, vous avez c'est dit, le cas de le dire. Mais justement, voilà, si vous avez dit ici, enfin vous avez dit, Diderot a dit, si vous voulez que je croie en Dieu, faites-le-moi toucher. On va entendre ici un texte, toujours extrait du rêve de d'Alembert, un texte de Bordeu dont il faut parler, hein, le génial Bordeu, en tout cas le Bordeu de Diderot, qui est tout à fait étonnant, vraiment le personnage favori, me semble-t-il, du rêve de d'Alembert, un texte de Bordeu sur la masturbation. Écoutez. Caton, qui disait à un jeune homme sur le point d'entrer chez une courtisane « Courage, mon fils », lui tiendrait-il le même propos aujourd'hui ? S'il le surprenait, au contraire, seul, en flagrant délit, n'ajouterait-il pas « Cela est mieux que de corrompre la femme d'autrui ou que d'exposer son honneur et sa santé ?» Et quoi ? Parce que les circonstances me privent du plus grand bonheur qu'on puisse imaginer, celui de confondre mes sens avec les sens, mon ivresse avec l'ivresse, mon âme avec l'âme d'une compagne que mon cœur se choisirait, et de me reproduire en elle et avec elle. Parce que je ne puis consacrer mon action par le sceau de l'utilité, je m'interdirais un instant nécessaire et délicieux. On se fait saigner dans la pléthore, et qu'importe la nature de l'humeur surabondante et sa couleur et la manière de s'en délivrer. Elle est tout aussi superflue dans une de ses indispositions que dans l'autre. Et si, repompée de ses réservoirs, distribuée dans toute la machine, elle s'évacue par une autre voie plus longue, plus pénible et dangereuse, en sera-t-elle moins perdue ? La nature ne souffre rien d'inutile. Et comment serais-je coupable de l'aider lorsqu'elle appelle mon secours par les symptômes les moins équivoques ? Ne la provoquons jamais, mais prêtons-lui la main dans l'occasion. Je ne vois au refus et à l'oisiveté que de la sottise et du plaisir manqué. Vivez sobre, me dira-t-on, excédez-vous de fatigue. Je vous entends. Que je me prive d'un plaisir, que je me donne de la peine pour éloigner un autre plaisir. Bien imaginé. On retrouve ici Raymond Trousson, l'idée, je l'évoquais tout à l'heure, l'idée, c'est la formule de Nietzsche, elle est lumineuse, qu'il n'y a pas de phénomènes moraux, mais il y a seulement une interprétation morale des phénomènes, et qu'en somme le regard, la neutralité du regard d'un scientifique sur les phénomènes de la nature, eh bien tout simplement fait de la masturbation un phénomène, j'allais dire, comme les autres, c'est-à-dire obéissant à une loi de nécessité. À une loi de nature, c'est-à-dire à l'expulsion d'une pléthore, comme vient de l'expliquer le docteur Bordeu. Et c'est ce qui rejoint aussi le sous-titre d'une des œuvres de Diderot, qui a été donné par Naigeon, de l'inconvénient d'accorder une valeur morale à des actions physiques qui n'en comportent pas.
On en revient quand même à la tension qui existe chez Diderot entre la nécessité pour lui, malgré tout, et c'est le personnage de Moi dans Le Neveu de Rameau qui le dit, la nécessité malgré tout de demeurer morale, à l'intérieur même d'une ontologie qui est une ontologie, j'allais dire, véritablement du silence et de la neutralité des choses. Il y a l'ordre social, il y a l'ordre de la pensée. Diderot, par exemple, a scandalisé le 19e siècle lorsqu'il raconte dans une de ses lettres que lorsque sa petite fille a eu 13 ou 14 ans, il a entrepris le problème de l'éducation sexuelle en ne disant, dit-il, que ce qui peut être dit décemment, mais enfin pour la mettre en garde justement contre des aventures qui pouvaient avoir de tragiques conséquences. Il y a donc chez lui le sentiment d'une certaine nécessité dans la libération morale, mais bien sûr, malgré tout, avec le respect des convenances et des règles qui sont celles de son temps. Maintenant, cette idée qu'il n'y a pas de valeur morale à attacher à des actions physiques reparaîtra dans une formule qu'il utilise à 3 ou 4 reprises de son œuvre. Qu'est-ce finalement, dit-il, que le péché originel, la copulation sur laquelle la religion nous a dit pique-pendre? Mais, dit-il, vous faites beaucoup de bruit pour ce qui n'est finalement que le frottement illicite et voluptueux de 2 intestins. En bon matérialiste... On retrouve chez l'image de Chamfort, d'ailleurs, le contact de 2 épidermes. Le contact de 2 épidermes. Pour un bon matérialiste, évidemment, considéré indépendamment de toutes les conséquences sociales que ça peut avoir, la copulation, oui, en effet, c'est un acte purement physique, sans aucune valeur morale. On a envie de faire l'amour comme on a envie de boire un verre quand on a soif. Ça ne va pas au-delà, il n'y a pas de connotation morale. C'est la société, bien sûr, qui, pour toute une série de raisons, plus ou moins valables ou compréhensibles, a été forcé de mettre un frein et un tabou sur l'acte sexuel. Qu'en est-il dans ces conditions, puisqu'après tout, le problème se pose, qu'en est-il dans ces conditions, et j'allais dire hors de ces conventions, de la zoophilie, de l'inceste ou de l'assassinat, Raymond Trousson? Il peut évidemment y avoir des... Parce que c'est là que le bas blesse, si j'ose dire. Oui. C'est là d'ailleurs que c'est toute la querelle, on en revient à Spinoza, la querelle qui oppose Spinoza à Guillaume de Blayenberg, où Guillaume de Blayenberg lui oppose... Alors, Guillaume de Blayenberg prend l'adultère comme exemple du mal absolu, donc on pourrait évidemment prendre d'autres exemples, mais Spinoza ne peut lui répondre qu'une chose, c'est que le mal répugne à sa complexion singulière, et qu'il ne lui appartient pas d'édifier ou d'ériger une norme qui dicterait aux hommes ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. C'est à peu près en effet la position de Diderot. À partir du moment où tout se trouve dans la nature, vous pouvez naturellement, sur un plan moral ou social, condamner certains comportements, mais il n'empêche qu'ils sont dans la nature. Et du reste, lorsque Diderot abordera cet aspect de la question, même sur un plan social d'ailleurs, dans le supplément Voyage de Bougainville en 72, la grande liberté sexuelle des Tahitiens n'est en réalité un libertinage que d'apparence. On s'est scandalisé. Les Tahitiens font l'amour entre eux et même en public, ce qui scandalise l'aumônier. Ils prêtent leurs femmes et leurs filles aux colonisateurs qui viennent de débarquer dans l'espoir d'améliorer la race. Tout ça, c'est du libertinage, c'est la sexualité débridée. Ah non, là tout de suite on s'aperçoit que cette société, comme la nôtre, a des règles et des principes. Avec une différence fondamentale, nos règles sont artificielles, parce qu'elles proviennent de la religion. Elles sont contre nature. La société tahitienne a des règles selon la nature. Par exemple, on ne peut pas faire l'amour avant 22 ans, c'est-à-dire lorsque le corps est définitivement formé et apte à la procréation. La libération sexuelle est un principe populationniste, où dans un système agricole, il faut des bras. Et bien entendu, lorsque, dit Diderot, les femmes sont infécondes, c'est-à-dire soit stériles, soit en indisposition périodique, elles ne peuvent pas être approchées, et celles qui passent outre sont sévèrement punies. Il y a donc une morale, mais, dit Diderot, morale selon la nature. Selon la nature, il faut faire l'amour parce qu'on doit faire des enfants et parce que ça sert le bien-être de la société. C'est un des points où le plaisir, la jouissance individuelle rejoint le bien-être social. Ce n'est donc pas une société sans règles ni sans loi, ce n'est pas une société libertine de jouisseurs, loin de là. C'est une société organisée selon des règles qui, elles, sont enfin des règles naturelles, conformes à l'ordre fondamental. Un jour, la Gaine et le Coutelet se prirent de querelle. Le Coutelet dit à la Gaine, « Gaine, mamie, vous êtes une friponne, car tous les jours vous recevez de nouveaux coutelets. » La Gaine répondit au Coutelet, « Mon ami Coutelet, vous êtes un fripon, car tous les jours vous changez de gaine. »« Gaine, ce n'est pas là ce que vous m'avez promis, Coutelet, vous m'avez trompé le premier.
Ce débat s'était élevé à table. Sylle, qui était assis entre la gaine et le coutelet, prit la parole et leur dit « Vous, gaine, et vous, coutelet, vous fîtes bien de changer, puisque changement vous duisait. Mais vous eûtes tort de vous promettre que vous ne changeriez pas, coutelet. Ne voyais-tu pas que Dieu te fit pour aller à plusieurs gaines, et toi, gaine, pour recevoir plus d'un coutelet ? Vous regardiez comme fous certains coutelets qui faisaient vœu de se passer à forfait de gaines, et comme folles certaines gaines qui faisaient vœu de se fermer pour tout coutelet. Et vous ne pensiez pas que vous étiez presque aussi fou lorsque vous juriez, toi, gaine, de t'en tenir à un seul coutelet, toi, coutelet, de t'en tenir à une seule gaine, Raymond Trousson. Parce qu'en effet, ce n'est pas dans l'ordre naturel, et que, y insiste d'ailleurs Diderot, les serments éternels, que ce soit en religion lorsqu'on entre au couvent ou lorsqu'on entre en mariage, sont une absurdité parce qu'ils ne sont pas non plus dans la nature où tout est changeant. Or, dit-il, ces deux amants qui se font un serment d'amour éternel, où le font-ils ? Ils le font, dit-il, assis sur une pierre qui est en train de se fendre devant un antre qui est sur le point de s'écrouler. Tout passe et eux croient à l'éternité. C'est absurde. Il écrira d'ailleurs là-dessus un conte, Madame de la Carlière, qui est l'histoire d'un adultère, sous-titré d'ailleurs, de l'inconvénient du jugement public sur nos actions particulières, où il montre que, finalement, le serment de fidélité absolue qu'avait exigé Madame de la Carlière à l'égard de son mari Desroches est une absurdité. Parce que, comme dans le cas de la gaine et du coutelet, ce n'est pas dans l'ordre naturel de s'engager à de pareils serments que nous ne pouvons pas tenir. Et que d'autre part, bien sûr, chasteté, continence sont contre nature. C'est aberrant. Revenons un instant à ce que Diderot dit des tempéraments, du caractère, de la fameuse molécule paternelle. Dans ce discours qui est celui de Diderot sur la molécule paternelle, certains mauvais esprits pourraient y voir une sorte d'essentialisme de Diderot. Au fond, l'idée que bien une grande partie de nous-mêmes serait écrite lors de l'événement auquel nous devons d'exister, auquel nous devons de vivre. Or, on ne peut pas parler d'essentialisme chez Diderot. En particulier, alors ce qui permet de le dire, c'est le passage du rêve de d'Alembert dans lequel Bordeu s'oppose à Mademoiselle de Lespinasse et s'oppose à la représentation presque de pensée magique selon laquelle Mademoiselle de Lespinasse serait telle qu'elle est aujourd'hui, en miniature dans les testicules de son père, et ainsi de suite, et qu'elle n'aurait fait en somme que se développer ou que développer quelque chose qu'elle était déjà. Or, que dit Bordeu ? Je gage, mademoiselle, que vous avez cru qu'ayant été à l'âge de 12 ans une femme la moitié plus petite, à l'âge de 4 ans encore une femme la moitié plus petite, fœtus une petite femme dans les testicules de votre mère, une femme très petite, vous avez pensé que vous aviez toujours été une femme sous la forme que vous avez, en sorte que les seuls accroissements successifs que vous avez pris ont fait toute la différence de vous à votre origine et de vous tel que vous voilà. Mademoiselle de Lespinasse est d'accord avec cela, et pourtant, Bordeu lui dit, rien n'est plus faux que cette idée. D'abord, vous n'étiez rien, vous fûtes en commençant un point imperceptible formé de molécules plus petites éparses dans le sang, la lymphe de votre père ou de votre mère. Ce point devint un fil délié, puis un faisceau de fils, et ainsi de suite. Jusque-là, dit-il, pas le moindre vestige de cette forme agréable que vous avez. Oui, Diderot fait évidemment allusion là à cette querelle entre les partisans de la préformation des germes, selon laquelle, au fond, toute l'humanité, d'ailleurs, jusqu'au jugement dernier, était contenue, en miniature bien sûr, dans les testicules ou dans les ovaires du premier homme et de la première femme. Ce qui paraît à Diderot une idée complètement absurde, bien entendu. Lui, au contraire, défend l'épigénèse, c'est-à-dire le développement de l'être à partir du fœtus, à partir du point insignifiant dont il vient de parler dans ce texte, par ajout successif. On n'est d'abord qu'une molécule, puis ces molécules constituent des organes eux-mêmes doués de sensibilité et de vie, puis ces organes à leur tour s'agrègent entre eux pour former un tout organisé. Il y a donc accroissement successif par adjonction. Il est d'ailleurs assez curieux de constater que cette vision qu'il se fait de l'évolution de l'être vivant est sans doute assez parallèle, curieusement, à la manière dont il écrit. Parce que Stendhal écrit la Chartreuse de Parme en 52 jours. D'un seul jet. Diderot, sans savoir la veille ce qu'il écrirait le lendemain. Voilà. Diderot, au contraire, met 20 ans à remanier, à chipoter, à tripoter le neveu de Rameau ou le Jacques le Falatiste. Il procède de la même façon, par bourgeonnement, par ajout successif, par petites touches supplémentaires. Comme Montaigne. Comme Montaigne, si vous voulez, mais
à mettre en rapport avec ce matérialisme de Diderot sur la formation des êtres. C'est le même principe dans la création littéraire ou dans la création physiologique, si vous voulez. Et au fond, tout ce que cherche à démontrer Diderot, et il le fait d'ailleurs admirablement à l'égard de la pensée traditionnelle, c'est au fond, pour parodier la formule de Sartre, c'est que le matérialisme est un humanisme. On peut dire cela. Oui, je crois que dans le cas de Diderot, effectivement, c'est cela. Sans que cela soit contradictoire. Sans que cela soit contradictoire. L'homme n'a que les valeurs qu'il se crée. Il n'y a pas de valeurs transcendantes préalables auxquelles il devrait se conformer. Revenons à la structure du rêve de d'Alembert. Il y a 3 dialogues dans ce qu'on a appelé le rêve de d'Alembert. 3 dialogues et 4 personnages. Il y a l'entretien avec d'Alembert, le rêve proprement dit de d'Alembert, et puis la suite de l'entretien, un dialogue entre Julie de Lespinasse et Bordeu. Donc 4 personnages, Diderot, d'Alembert, Mademoiselle de Lespinasse et donc le médecin Bordeu. Alors pour mémoire, Bordeu a véritablement existé. Bien sûr. C'est un médecin, un chirurgien, d'ailleurs à une époque où on distinguait encore entre le docteur, l'ami de la doctrine médicale, et le chirurgien versé dans la mécanique sanguinolente du corps. Diderot avait d'ailleurs écrit un texte là-dessus justement, où il voulait relever la dignité du chirurgien qui était encore considéré comme un simple barbier, et qu'il fallait au contraire que les médecins et les chirurgiens s'unissent dans l'intérêt des malades. Autre personnage, alors il y a Diderot qui apparaît au début puis qui disparaît assez vite, mais qui disparaît, on a l'impression qu'il disparaît et se diffracte. On entend la petite voix de Diderot derrière les options de chacun des personnages de ce dialogue. D'Alembert, géomètre, sceptique quand il veille, matérialiste quand il délire, c'est-à-dire quand il dort. Et puis Julie de Lespinasse qui incarne véritablement une forme d'intelligence intuitive qui en vient spontanément finalement aux conclusions dont Bordeu ensuite raconte l'histoire, finalement, dont Bordeu retrace Bordeu explique, le fil. Au fond. Voilà, Bordeu explique ce que Julie de Lespinasse dit de façon intuitive. Juste un point sur la démarche littéraire qui est celle de Diderot. Diderot parle de personnages qui ont véritablement existé, auxquels pourtant il attribue des paroles qui ne sont pas les leurs. Les personnages en question, d'ailleurs, n'ont pas forcément apprécié un tel procédé. Qu'en est-il en termes littéraires? On a l'impression que Diderot fabrique des personnages conceptuels, comme Platon a fabriqué un Socrate qui lui convient. Personnages conceptuels au sens deleuzien du terme, comme Deleuze lui-même pouvait faire de Spinoza ou de Nietzsche des personnages conceptuels aptes justement à justifier d'une certaine manière le système qui ensuite allait être le sien. Oui, puis il faut tenir compte aussi chez Diderot, d'une part de ses goûts du paradoxe, et aussi de son goût de la plaisanterie et de la mystification. Ça l'amusait beaucoup, finalement, de mettre en scène 2 personnages qu'il connaissait et de leur faire tenir des propos qu'ils n'auraient évidemment pas tenus dans la réalité. Ce qui explique du reste le mécontentement de d'Alembert et surtout de Mademoiselle de Lespinasse, qui appréciait très peu de se trouver mise en scène dans un dialogue de ce genre, et la demande de voir ce dialogue détruit. Et il y a d'ailleurs une lettre un petit peu obscure où Diderot, à la demande de d'Alembert, dit qu'il avait déchiré ce dialogue, mais que, dit-il à d'Alembert, vous m'aviez prié d'en rassembler les morceaux. Et bon, si les choses nous sont parvenues, on ne sait pas trop la vérité sur cette histoire, mais il est probable en effet que les 2 personnages n'ont pas du tout apprécié de se voir mis en scène de cette manière, et de se faire tenir des propos qu'ils n'auraient jamais tenus dans la vie éveillée. Mais c'est étrange quand même cette façon. Est-ce qu'on peut parler ici d'une, j'allais dire presque d'un procédé presque totalitaire entre guillemets, qui consisterait à s'approprier la parole de quelqu'un, à lui prêter des opinions qui ne sont pas les siennes, à tenir des discours. Restons encore une fois sur cette image deleuzienne, sur une image deleuzienne très très précieuse qui permet de comprendre ce procédé, l'image d'inexactitude, où il s'agit non pas d'être exact puisqu'ils n'ont pas dit ce que les personnages disent dans le dialogue, non pas d'être inexact, puisqu'ils n'ont pas non plus dit le contraire, mais tout simplement d'être anexact, c'est-à-dire voici en somme ce qu'ils auraient pu dire. Oui, bien sûr. Au fond, d'Alembert et Mademoiselle de Lespinasse, mon Dieu, ils jouent là, en effet, le rôle de personnage que Diderot aurait très bien pu imaginer.
en appelant l'un, je sais pas, moi, après Montval, l'autre Dorval, etc. Ou bien Démocrite, Hippocrate. Oui, mais là, il a donné la raison. C'est que s'il prenait des personnages de l'Antiquité, une certaine vraisemblance le forçait naturellement à rester dans une problématique qui avait pu être celle de l'Antiquité. Il se sentait là gêné aux entournures. Donc il est moins gêné de mettre en scène ses contemporains que de mettre en scène des morts millénaires. Oui, c'est pas parce que ces morts sont millénaires, c'est simplement parce que il veut faire tenir à ces personnages des propos que ces morts millénaires n'auraient pas pu tenir selon la vraisemblance historique. C'est surtout ça. Et il s'amuse évidemment à choisir 2 personnages qu'il connaît, qui sont des personnages authentiques. Et là, il y a bien sûr aussi un goût de la plaisanterie chez Diderot. Hein. Il s'amuse en choisissant ça. Et il le dit d'ailleurs à Sophie Volant. Je me suis amusé à prendre des personnages authentiques. Il s'amuse, et il faut dire que c'est extrêmement amusant bien sûr. de lire ce texte. En ce qui me concerne, je n'ai pas une passion. Et C'est de moi pour choisir, pour le théâtre de choisir Diderot, une mais femme. là, voilà, ouais. Et de choisir une femme, parce que justement, surtout dans la 3e partie, Bordeu, en s'excusant d'ailleurs, déclare qu'on va aborder maintenant des questions qu'on n'aborde pas devant des dames, c'est-à-dire le problème de la sexualité. Il y a une différence entre la l'irritation. femme et la dame, en l'occurrence. Hein. C'est Voilà. tout l'enjeu, finalement, de Diderot aussi. Il y a là aussi quelque chose de piquant, que ce soit justement une femme devant qui on ne tient pas ses propos, que Bordeu va s'exprimer. Encore que Diderot lui-même avait plus ou moins joué le jeu, puisque des questions parfois, disons, moralement scandaleuses, si vous voulez, il les abordait dans ses lettres à Sophie Volant, en la faisant juge, par exemple, de certains cas moraux qui étaient parfois un petit peu douteux selon la morale conventionnelle. Donc ça l'amuse aussi, justement, de mettre en scène un personnage féminin à qui, normalement, on ne parlerait pas sur ce ton, ni de ces sujets. Revenons à la question du vitalisme de Diderot. Il faut que la pierre sente, dit d'Alembert, dans le rêve de d'Alembert. Et il commence d'ailleurs en assurant que se débarrasser de Dieu, c'est se trouver face à une grande difficulté, dans la mesure où, dit-il, il faut que la pierre sente. La place de la vie dans une mécanique ou dans une matière est un problème absolument épineux, que Bergson affrontera ensuite en les distinguant d'une certaine manière, même si la matière est l'écrin de l'élan vital. L'écrin est l'obstacle à la fois de l'élan vital chez Bergson. Ici, chez Diderot, il y a une conception de la vie qui, à la fois, on a le sentiment que les instruments conceptuels de Diderot ne lui permettent pas de penser la singularité de la vie par rapport à la matière, et que, du coup, il étend la vie jusqu'à l'inanimé. Or, c'est une position, je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Ravesson, de l'habitude, dans lequel Ravesson explique comment par l'habitude on en revient à la vie elle-même, en amont de la pensée, en amont de ce qu'on peut en dire, et il va jusqu'à faire descendre la vie, jusqu'à opérer une descente infra-organique de la vie jusqu'au cristal, par exemple. Or, Ravesson est le héros du spiritualisme français. Est-ce qu'il y a un point commun, une sorte de passerelle possible entre un matérialisme vitaliste comme celui de Diderot et la position qui sera celle de Bergson, de Ravesson, de la tradition spiritualiste française, où finalement on va chercher la vie jusque dans les limbes opaques de l'inanimé? D'une certaine manière, oui, dans la mesure où, finalement, si on part d'une hypothèse théologique, tout est possible à Dieu. Il y aura un moment où Voltaire écrira à un religieux de ses connaissances une lettre pour lui demander si ce religieux estime que on pourrait, sans heurter l'orthodoxie, soutenir que Dieu a donné à la matière la faculté de penser. Et bien sûr, le religieux se récrie « Non, il n'en est pas question ». Seulement, vous voyez la différence fondamentale entre Voltaire et Diderot. Voltaire reste, au fond, disons, un peu classique. Dieu, qui peut tout, n'aurait-il pas donné à la matière la faculté de penser? Chez Diderot, il n'y a pas de Dieu. C'est la matière qui détient la vie, c'est-à-dire la sensibilité. Donc, dit-il, il y a la matière vivante qui détient une sensibilité active, et il y a une matière momentanément inerte, où la sensibilité ne s'exprime pas. Mais, et nous en parlions tout à l'heure, par ce biais du latus, de cette communication des espèces entre le minéral, l'animal et le végétal, finalement, tout se mêle et la vie se transmet et bourgeonne.
Autre passage, autre problème chez Diderot, le passage donc de la matière à la sensibilité, au fond, et le passage de l'être sentant à l'être pensant, où on est là encore dans un même processus. Qui est dans un même processus et qui crée bien entendu une difficulté supplémentaire, car à un certain moment, d'Alembert dit, oui, bon, admettons, une molécule sensible, un organe sensible, bon, d'accord, je veux bien, j'imagine, à la rigueur, mais un tout organisé, un être pensant. Et c'est là que Diderot reprend l'exemple de d'Alembert, d'ailleurs, en lui disant, avant de votre naissance, d'Alembert, qu'est-ce que vous étiez ? Vous n'étiez rien. Ou plus exactement, vous n'étiez que les molécules que la conjonction de votre père et de votre mère vont permettre de développer, qui font de vous un mathématicien illustre. Il expliquera alors qu'au fond, il y a des passages successifs. La molécule organique contient déjà la sensibilité. À partir de là, son agrégation crée un organe indépendant, mais lui aussi sensible. Puis, la conjonction de plusieurs organes crée le tout organisé. Mais comment est-ce possible, dit d'Alembert, puisque molécules, organes, être organisé, tout ça, ce sont des tout indépendants. Mais non, dit Diderot. Prenez 2 gouttes de mercure, l'une à côté de l'autre, elles sont contiguës. Mais rapprochez-les, elles se fondent. Il n'y a plus contiguïté, il y a continuité. Et il reprendra encore avec le célèbre exemple de la grappe d'abeilles. Imaginez, dit-il, une grappe où il y a des centaines d'abeilles qui se tiennent par les pattes. Amollissez ces pattes. Les abeilles vont fusionner. Ce qui était un ensemble d'individus isolés mais sensibles va se fondre dans un immense tout, un tout organisé. Comment viendra-t-on alors à l'organisation de la pensée ? Par le phénomène de la mémoire, qui retient les sensations éprouvées par les sens, et qui les organise, qui les ordonne, ce qui est le rôle du cerveau. Et à ce moment-là, vous obtenez en effet un être totalement matériel et néanmoins pensant, cette pensée n'étant finalement qu'un degré de décantation maximum de la matière. À 10h50 sur France Culture, on retrouve le journal des nouveaux chemins. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Et bonjour à tous. On quitte le rêve de d'Alembert et le matérialisme de Diderot pour retrouver l'univers foisonnant et indéfinissable des moralistes. Avec Louis Van Delft, professeur émérite de langue et littérature française à l'Université Paris X, éminent spécialiste du moralisme et qui nous accompagne tous les jours de cette semaine. Bonjour Louis Van Delft. Bonjour Adèle. On a vu hier la difficulté qu'il y a à produire une définition de ce que sont les moralistes. Mais aux raisons proprement, disons, littéraires ou intellectuelles qui font qu'on ne peut pas distinguer clairement les moralistes des autres auteurs, s'ajoute un autre obstacle, qui est ce que vous nommez, Louis Van Delft, l'amnésie culturelle, dont la conséquence est, je vous cite, le fait que notre époque relègue littéralement les moralistes à la trappe. Et d'ailleurs, cette expression de moraliste à la trappe est le titre de l'un de vos chapitres dans l'essai qu'on trouve en ce moment, qui s'appelle « Les moralistes, une apologie ». Alors, ce paradoxe est très intéressant. Vous montrez que les moralistes sont devenus des voix clamant dans le désert, qui ne s'adressent à personne, au moment même où l'on aurait le plus besoin d'eux. Voilà, oui, si je peux revenir un instant sur ce que nous avons dit hier, il y a évidemment une situation qui laisse perplexe, qui est embarrassante, en même temps qu'elle est très intéressante pour l'esprit. Je vous mets pratiquement au défi de chercher sur quelque auteur que ce soit une petite bibliographie sans que vous ayez un livre ou un article qui qualifie cet auteur de moraliste. Alors, c'est donc une sorte de paradoxe, justement. D'une part, c'est un hommage, mais d'autre part, le mot en devient singulièrement vague. C'est un mot valise, et si tout le monde s'y trouve, alors on peut dire, on peut se poser la question, qui n'est pas moraliste ? Alors, j'ai consacré de longues années à essayer de proposer une définition et une typologie, et pour aller vite, je propose toujours encore qu'au fond on distingue ce rapport qui est presque consubstantiel entre la littérature et la morale, et même entre l'existence et la morale. Et c'est pourquoi j'ai mis sous le patronage de Jankélévitch, notamment le livre que vous avez signalé. Les moralistes, une apologie. Hein, voilà, Jankélévitch dit « La morale tend à envahir l'existence entière. Il n'est rien d'humain qui ne soit moral ». Ce qui est évidemment très juste.
Mais lorsque l'on en vient à l'histoire des idées et à l'histoire des lettres, on éprouve le besoin de distinguer ces auteurs, nommons-les, non seulement Montaigne, mais pour en rester à l'âge classique, La Rochefoucauld, La Fontaine, La Bruyère, Vauvenargues, Chamfort et bien d'autres. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a des moralistes modernes aussi. Barthes. Voilà, mais alors justement, Oui. venons-en à cette notion de modernité des moralistes. Oui. Quand vous parlez d'amnésie culturelle dans votre livre, c'est donc oui. bien pour affirmer, vous posez ce constat que les moralistes, quand bien même leur Oui. sujet d'étude, c'est-à-dire la vie humaine, Oui. est universel et atemporel, nous ne sommes plus réceptifs, c'est en tout cas ce que vous écrivez, à ce discours-là. Alors comment comprendre cela? Je suis très étonné, je suis même scandalisé de voir, d'une part, notre génération, nos générations, qui se plaint de manquer de repères et qui en effet montre assez qu'elle est déboussolée, pour parler familièrement, et qu'elle traverse des temps que, pour parler comme Montaigne, on pourrait qualifier de malades. Et qui donne souvent dans toutes sortes de recherches pour trouver des réponses. Ces réponses se trouvent sous nos pas, se trouvent dans nos bibliothèques, se trouvent là, à portée de main. Elles se trouvent chez les moralistes, chez les plus grands des moralistes. Pas justement chez ceux qui donnent trop dans la norme et qui veulent trop nous indiquer comment il faut conduire sa vie, mais chez les plus grands qui se gardent bien d'être aussi directifs. Qu'ont-ils à nous dire justement ces moralistes aujourd'hui? Si l'on examine de plus près leurs thématiques, on voit que ce sont des thèmes fondateurs de toute la tradition judéo-chrétienne. Alors, on peut même, à mon avis, les réduire à 4. Ces thèmes qui devraient répondre à beaucoup de nos inquiétudes. Un thème royal, c'est celui de l'homo viator, de l'homme comme voyageur. L'homme pèlerin. Oui. Voilà, l'homme pèlerin, et même, vous voyez, Montaigne traduit ça en termes déjà nettement plus modernes, c'est le voyage, l'humain voyage. Les moralistes sont, dès l'âge classique et dès l'Antiquité, ce sont des précurseurs des existentialistes. Ce sont des gens qui s'interrogent avec nous sur ces problèmes qui souvent nous tourmentent, c'est-à-dire qu'est-ce que l'existence, comment dois-je me conduire? Depuis la plus haute Antiquité, on a représenté cela en peinture, en littérature, en musique même. Par exemple, Hercule à la croisée des chemins. Mais nous sommes tous à la croisée des chemins plusieurs fois par jour, mais 5 ou 6 fois par vie. Alors c'est ces 5 ou 6 fois qui comptent et que les moralistes nous aident avec beaucoup de doigté, mais aussi avec l'expérience millénaire qu'ils ont et l'expérience personnelle qu'ils ont. Parce que les moralistes sont souvent des gens qui n'écrivent qu'un seul livre, mais qu'ils ont médité toute leur vie, qu'ils remanient souvent toute leur carrière. Et par conséquent, ce sont des frères humains, mais des frères aînés. Et donc, mes moralistes à la trappe, c'est mon indignation, parce que c'est finalement, comme le dirait Juvénal à propos du poète, l'indignation fait le poète, mais elle peut même faire, en un sens, l'essayiste. On peut être indigné du fait de la condescendance que même beaucoup de gens très cultivés ont pour les moralistes. Pourquoi? Parce qu'ils tombent exactement sous le coup de ce que Pascal déjà dénonce. Est-ce que je peux lire un petit texte de Pascal? Très rapidement pour finir, allez-y. Allez-y, on terminera là-dessus. Eh bien, écoutez, alors justement, Pascal dit, on ne s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de pédants. C'étaient des gens honnêtes et, comme les autres, riant avec leurs amis. Et quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leur politique, œuvre de l'un et de l'autre, ils l'ont fait en se jouant. C'était la partie la moins philosophe et la moins sérieuse de leur vie. La plus philosophe était de vivre simplement et tranquillement. S'ils ont écrit de politique, c'était comme pour régler un hôpital de fous. Et s'ils ont fait semblant d'en parler comme d'une grande chose, c'est qu'ils savaient que les fous à qui ils parlaient pensaient être rois et empereurs. Ils entrent dans leurs principes pour modérer leur folie au moins mal qu'il se peut. Eh bien, vous voyez, négliger la parole, les écrits souvent si aimables, souvent même si drôles, voyez les caractères de La Bruyère, voyez les fables de La Fontaine, eh bien, c'est manquer un rendez-vous essentiel. Manquer un rendez-vous essentiel, exactement. C'est là tout le paradoxe dont nous Voilà. sommes partis pour cet entretien et nous terminons avec ce même paradoxe. Merci Louis Van Delft. On se retrouve demain pour aborder un autre aspect du travail des moralistes. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Merci Adèle, merci à tous. Les nouveaux chemins de la connaissance, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve demain à 10h pour la suite de cette semaine sur Diderot. Après le rêve de d'Alembert, nous parlerons demain de l'encyclopédie. L'encyclopédie, c'est-à-dire également du Diderot politique et puis du métissage, du sexe et de la colonisation. Alors, outre votre biographie, Raymond Trousson, dont j'ai plaisir à rappeler l'existence, votre biographie de Diderot parue chez Talandier, je signale que le rêve de d'Alembert, dont il a été notamment question aujourd'hui, se trouve désormais en folio, dans la collection, l'excellente collection Folio Plus Philosophie, avec un dossier de Céloi Luste Boulbina. Toutes ces informations, évidemment, vous les retrouvez sur Internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous trouverez, outre les indications